depuis votre poste, depuis vos postes d'observation, tous ceux que vous avez occupés pendant votre vie, avant de devenir acteur, bien sûr, est-ce que vous avez vu cet univers des risques se transformer rapidement ? Oui, bien entendu, j'ai vu cet univers des risques se transformer très, très rapidement et j'ai même eu à affronter des risques qui ont profondément traumatisé notre pays en semant en son cœur un sentiment que nous avons partagé tous ensemble au moment des attentats et qui porte un nom, le chagrin que nous avons eu en partage au moment où un certain nombre de nos compatriotes étaient frappés par la violence extrême des attentats terroristes. Donc j'ai vu ces risques de près. Comment est-ce que je les qualifierais, ces risques ? Et par quel truchement, par quel dispositif, quelle évolution qu'a connue la société, ces risques nous apparaissent comme différents de ce qu'ils furent par le passé. D'abord, je crois qu'il y a un événement qui s'inscrit dans le temps long de l'histoire et dont on conviendra sans doute ensemble qu'il a un impact très fort sur la manière dont on perçoit les risques et la capacité des sociétés à y faire face, c'est le processus de globalisation des sociétés. Et lorsque l'on traite par exemple de la question du terrorisme, c'est un sujet qui bien entendu implique que l'on mobilise des ressources au plan national. Nous l'avons fait en rehaussant les moyens des services de police et de renseignement, en arrêtant des dispositions législatives pour nous doter d'outils dont on ne disposait pas. Je prends un exemple parmi d'autres, qui est la loi sur le renseignement de juillet 2015, qui a fait, n'est-ce pas, l'objet de nombreux débats, y compris entre nous, en d'autres temps, sur la question de l'arbitrage entre la liberté et la prévention des risques de sécurité. Mais on ne peut pas tout régler au plan national quand on est confronté aux risques terroristes, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les groupes terroristes prennent leur origine et préparent leurs attentats ailleurs que sur le territoire national. Nous étions convaincus, avant les attentats de novembre 2015 du Bataclan, qu'il y avait à Raqqa, autour d'un certain nombre de personnages, dont Abdelhamid Abaoud, que nous avons neutralisé en novembre 2015, dans la foulée des attentats, des individus qui s'apprêtaient à nous frapper et fomenter très loin de nous des opérations dont nous ne pouvions avoir connaissance que par un travail en coopération des services de renseignement français avec les services étrangers. Et donc là, la défense de notre souveraineté, notre capacité, en puisant dans les ressources de l'État à défendre la sécurité des Français, dépendait de beaucoup de sujets qui impliquaient d'autres acteurs par-delà nos frontières. Je prends un autre exemple. Les ressortissants de l'Union européenne qui étaient sur le théâtre des opérations terroristes et qui franchissaient les frontières extérieures avant que de nous frapper bénéficiaient de la libre circulation au sein de l'Union européenne, Schengen. Schengen, bien sûr. Et n'étaient pas, du fait du code Schengen, contrôlés aux frontières extérieures de l'Union européenne au moment où ils revenaient. Donc nous n'avions aucune chance d'être efficaces dans la prévention du terrorisme si nous ne modifions pas certaines dispositions du code frontière Schengen. Il a fallu engager une longue négociation européenne pour modifier l'article 8-2 du code frontière Schengen pour pouvoir protéger nos frontières extérieures et éviter que nos ressortissants nous frappent. Deuxième exemple. Troisième exemple qui m'a beaucoup marqué et qui a impliqué beaucoup de débats et d'énergie. J'étais convaincu que nous aurions des tueries de masse compte tenu de ce qu'était l'état de la réglementation applicable aux armes en Europe si nous n'avions pas une directive européenne puissante de lutte contre le trafic d'armes. Pour des raisons que je peux évoquer rapidement, les armes provenaient de la guerre de Yougoslavie, elles étaient échangées sur Internet par la mobilisation d'acteurs du crime organisé. Nous n'avions aucune chance de démanteler ces réseaux de trafic d'armes si nous n'avions pas des dispositifs de lutte contre la cybercriminalité qui soient puissants. Et nous en avions besoin, nous devions avoir une disposition européenne pour qu'elle soit efficace. Je n'avais jamais réussi à l'obtenir, parce que dans un certain nombre de pays où il y avait des organisations de balles-trappes ou de chasse puissantes, les États répugnaient à mettre en place ce dispositif. Et à telle enseigne que l'après-midi du 13 novembre, c'est-à-dire quelques heures avant les attentats. 2015, c'est-à-dire quelques heures avant les attentats. C'est un samedi. C'est un vendredi soir. Vendredi soir. Je suis dans l'après-midi du vendredi à Nanterre, à la préfecture de Nanterre, où j'ai décidé de passer 4 heures pour présenter devant la presse, devant les acteurs du ministère de l'Intérieur, de l'État, devant un certain nombre d'acteurs associatifs, un plan national de lutte contre le trafic d'armes, n'ayant pas réussi à l'obtenir au plan européen.
Et je m'étais dit qu'il valait mieux tenter de faire ce que nous pouvions au plan national, même si je savais que c'était insuffisant, dans l'attente d'un dispositif européen. Et je me souviens qu'en sortant de cette manifestation, le préfet de police de Paris, pour lequel j'avais une considérable estime, me dit c'est bien d'avoir réussi à faire ça. Et je lui réponds du tac au tac, oui, mais si nous devions avoir un attentat avec 130 morts, Non. que resterait-il de ce que nous avons fait de l'État? C'était 2 heures et demie. Vous le dites comme ça? Comme ça. Et il me dit, mais que se passerait-il dans ce cas-là? Je lui dis, je ne sais pas si la capacité de résilience de l'État face au pays serait suffisante, parce que les citoyens pourraient légitimement se demander si nous avons les moyens de défendre en souveraineté leur sécurité. Et le soir, il se produit cet attentat. Et le dimanche, c'est-à-dire 2 jours après, le commissaire européen en charge de ces sujets de sécurité, Dimitri Avramopoulos, qui est grec, vient à Paris avec une délégation pour présenter ses condoléances et me dit qu'est-ce que... Bon, après, bien entendu, toutes les propos pleins de compassion et d'affection échangés entre nous, il me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et je lui réponds, ce que vous pouvez faire pour nous aider, c'est ce que vous avez refusé de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire nous aider à convaincre les États de l'Union européenne à prendre une directive nous permettant de lutter contre le trafic d'armes. Et je lui dis à ce moment-là, il y a 2 solutions. Il y a un Conseil justice affaires intérieures le 15 décembre prochain, dans 3 semaines. Soit il y a une décision européenne et on cheminera ensemble, soit il n'y en a pas. Et dans ce cas-là, je ferai une déclaration à la sortie du Conseil justice affaires intérieures pour dire qu'alors que nous sommes de nouveau frappés durement, l'Europe ne fait pas ce qu'elle doit faire. Nous avons eu la déclaration commune parce que nous avons beaucoup travaillé, Thomas de Maizière et moi, et cette directive est désormais adoptée. Elle a été 18 mois après. Et appliquée. Donc, et appliquée. Elle et est efficace. appliquée assez efficacement aujourd'hui, comme nous avons réussi à mettre en place le PNR, qui était Passenger Name Records, qui permet d'établir la traçabilité du parcours des terroristes. Après, là aussi, une petite anecdote. Je raconte des anecdotes parce qu'elles montrent bien que l'affaire de la souveraineté, lorsque les risques sont là et que l'essentiel est en jeu, est une affaire d'objectifs politiques à atteindre extraordinairement précis et de modalités de la négociation politique. Et une affaire concrète. Et d'affaires concrètes, ce n'est pas des discours conceptuels, ce sont des choses concrètes. Theresa May, qui était ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, me passe un coup de fil 1 semaine après ma nomination en me disant, je ne la connaissais pas, j'ai besoin de vous voir d'urgence sur un sujet très sérieux. Je vais la voir à Londres. Elle me dit, voilà, les Anglais ont à l'égard de l'Union européenne une prévention. Ça ne m'apprenait pas grand-chose sur on a vu ce qui s'est passé la nature ensuite. de la... Exactement, mais c'est intéressant au regard de ce qui s'est passé ensuite. Nous avons une prévention très grande à l'égard de l'Union européenne et nous avons demandé à bénéficier de ce que l'on appelle un opt-out pour un programme européen qui s'appelle PRUM, qui est un programme d'échange d'informations sur les empreintes papillaires, les traces ADN, etc., qui permet ce programme de lutter contre les organisations criminelles internationales. Et elle me dit, voilà, j'aimerais bien réintégrer ce programme parce que comme je suis ministre de l'Intérieur, je ne peux pas lutter contre le crime organisé sans ces outils de l'Union. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à cela parce que ça ne va pas de soi au sein de l'Union européenne. Et à ce moment-là, je lui dis, écoutez, d'accord, on va essayer de faire ça avec le ministre allemand, Thomas de Maizière, que j'aimais beaucoup, et avec lequel j'avais une relation de confiance. Mais il y a une contrepartie à cela. Vous venez avec nous, avec Thomas de Maizière et moi, devant la commission Libé du Parlement européen pour obtenir le PNR. Pourquoi le PNR? Parce que si on n'arrivait pas à établir la traçabilité des terroristes qui revenaient en avion du théâtre des opérations, on n'était pas en situation de les arrêter lorsqu'on était sûr qu'ils allaient nous frapper au moment de leur arrivée dans les aéroports. C'est ce qui s'était passé avec Mehdi Nemmouche, qui avait quitté la Syrie et l'Irak, qui avait fait un grand trajet vers l'Asie du Sud-Est, était arrivé en Allemagne, avait commis son attentat au musée juif de Bruxelles avant de tenter d'en commettre un suivant à Marseille. Donc c'était des outils dont nous avions besoin. Elle accepte ce deal. On arrive à faire en sorte que par notre action commune, le PNR soit adopté alors qu'il était depuis 11 ans enquisté devant le Parlement européen. On arrive à faire en sorte qu'elle réintègre le programme PRUM. 6 mois après, on engage le débat sur le référendum Brexit. Et à ce moment-là, tous les conservateurs britanniques, à l'exception de ceux qui étaient favorables au Remain, expliquent que la meilleure manière de protéger le Royaume-Uni contre le risque terroriste et migratoire, c'est de sortir de l'Union européenne. Donc, ils sont étranges, ces Anglais, tout de même. Ils sont étranges, mais qu'est-ce que montrent ces sujets que je vous raconte
très concrètement comme autant d'événements qui ont jalonné un parcours ministériel sur des sujets qui ont marqué les Français, où la question de la souveraineté est fondamentale, où la question du risque l'est davantage encore. C'est que lorsqu'on parle de souveraineté, on renvoie à un sujet très concret, qui est celui du dialogue entre l'État-nation. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants, vieille formule. En France, nous sommes dans une construction politique très singulière. L'État a préexisté à la nation en France. La nation s'est incarnée dans l'État. Et ultérieurement, la République, avec son message et avec son creuset de valeurs, est venue donner à la nation s'incarnant dans l'État un ensemble de valeurs lui donnant du sens. C'est ça la construction politique française. Et il n'y a pas d'autre possibilité d'exercer cette souveraineté, j'en ai pas trouvé d'autre, bien qu'ayant pris le temps d'y réfléchir un peu, que ce moyen qui est celui de l'État et de la nation qui s'exprime. Mais le fait qu'on soit attaché à l'État et à la nation, je le suis pour les raisons que je viens d'indiquer, ne doit pas nous abstenir, nous conduire à nous abstenir d'avoir une réflexion lucide sur ce que sont les meilleurs moyens d'assurer nos prérogatives souveraines face à des risques majeurs, où la nation doit prendre ses responsabilités, mais ne suffit pas. Et tous les exemples que je viens de prendre à l'instant, PNR, Prüm, contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, etc., sont autant de sujets où, dans l'exercice des responsabilités qui furent les miennes, j'ai essayé d'articuler une conception très forte du rôle de l'État et de la nation à une ambition européenne, mais qui n'était pas faite de discours éthérés sur la nécessité de nouveaux traités, d'ambitions narcissisantes sur l'Europe incarnée par un gouvernement ou des personnalités définissant toujours une nouvelle frontière vers la supranationalité. Mais l'Europe, c'est la volonté des États qui bâtissent de bonnes politiques pour apporter la démonstration face au peuple qu'ils sont capables souverainement d'exercer leurs prérogatives. Merci beaucoup, Bernard Cazeneuve.